Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui parle aujourd'hui de la constitution du pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Constitution adoptée, faut-il le rappeler, par référendum le 2 juin 1991. 31 ans après, que devient cette constitution ballottée de toutes parts? On en parle avec un constitutionnaliste. Il est burkinabé, il a 36 ans. Djibrina Ouedraogo est avec nous. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. C'est la première fois qu'on vous accueille sur ce plateau. Comment allez-vous pour ceux qui nous regardent actuellement? Merci bien de l'opportunité. C'est évidemment la première fois et je vous remercie déjà pour cette opportunité. Je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour l'ensemble des Burkinabés, même si le pays traverse une situation difficile. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez un parcours exceptionnel à 36 ans, professeur constitutionnaliste et spécialiste des finances publiques dans un pays comme le Burkina Faso? Oui, c'est de dire surtout que je ne sais pas si le parcours est extraordinaire parce que je suis un pur produit de l'école burkinabé. C'est de dire que contrairement à ce qu'on croirait, il y a encore de la bonne formation qu'il y a dans ce pays et que au regard, ou en tout cas malgré les difficultés que le pays rencontre, il y a encore de l'espoir. Parce qu'on aurait pu croire que au regard de la situation de ce pays, pays en voie de développement ou encore pays sur la voie de développement, qu'il n'y a pas suffisamment, n'est-ce pas, de moyens pour offrir un cadre adéquat de formation. C'est vrai que malgré les difficultés qu'il y a encore un travail assez efficace qui se fait. Je voudrais dans ce sens-là vous raconter une anecdote. Quand j'ai eu la possibilité d'aller continuer mes études en Europe et après échange avec un membre de l'administration universitaire, quand je disais à cette personne que je suis fils d'agriculteur, la personne m'a dit mais c'est étonnant. Vous êtes fils d'agriculteur et puis vous avez un parcours pareil. Bon, c'est pour dire que ce n'est pas impossible. Oui, mais ce n'est pas gagné non plus. Hein. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes chances que vous. Peut-être que vous avez été boosté quelque part, vous avez eu un soutien de quelqu'un qui était peut-être bien placé éventuellement. Oui, c'est vrai que l'environnement compte. L'environnement compte, il ne faut pas le nier. Je dirais que j'ai été beaucoup gracié aussi par la nature parce que j'ai quand même grandi dans une famille où il y a, c'est le professeur Ibriga qui faisait la remarque une fois, il y a une fibre estudiantine, ce qui a fait que j'ai pu marcher sur les pas des grands frères. Mais aussi, il ne suffit pas seulement d'avoir cet environnement, mais il y a aussi, je dirais aussi, la sagesse, l'humilité qu'il faut avoir aussi, de pouvoir emprunter, de suivre les bons exemples. Cela vous permet naturellement de dire à vos jeunes frères qui sont des étudiants en droit que tout est possible, qu'ils soient persévérants, qu'ils n'abandonnent jamais à la limite, c'est ça? En effet, et c'est ce que je ne cesse, les étudiants peuvent témoigner à cet égard, c'est ce que je ne cesse de rappeler à mes étudiants chaque fois que je fais les cours, pour surtout leur indiquer que le parcours qui a été fait, ce n'est pas le parcours de l'impossible. Certes, c'est difficile, mais de là où ils viennent, parce que vous avez annoncé que j'enseigne à l'université Thomas Sankara, je ne dirais pas que, mais c'est l'endroit où vous retrouvez la grande partie des enfants de ce pays. Et qui, oui, mais sauf qu'avant, ce n'était pas la même chose que maintenant. Vous avez combien d'étudiants en première année, en deuxième année? C'est tout un monde. On arrive même à les qualifier de Chine populaire actuellement. Oui, c'est vrai que le nombre va crescendo. Mais déjà, à notre époque, on était déjà des milliers. Je sais qu'en première année, nous, dans les années 2004-2005, on allait réserver des places en amphi à 4h, 5h du matin. Donc, pour dire que ces réalités qui sont vécues aujourd'hui, je peux dire que je suis un peu de cette génération à partir de laquelle les conditions d'études se sont dégradées. Mais on fait avec et on essaie de motiver les étudiants parce que, évidemment, quand vous êtes dans un pays où les priorités sont multiples, c'est ce qu'on dit, question d'éducation, question de sécurité aujourd'hui, question de santé. Et donc, vous vous rendez compte que
évidemment, l'État ne peut pas seul supporter ces défis sans le courage aussi des populations qui le composent. Vous êtes un enseignant, je ne veux pas forcément qu'on fasse le procès de l'université Thomas Sankara. Comment un enseignant peut dispenser des cours à 2000, 3000 étudiants? Est-ce que franchement vous arrivez à dispenser les cours dans les bonnes conditions? Alors, je crois aussi que l'université aussi est faite pour cela, parce que vous savez qu'à l'université, vous avez les cours magistraux qui sont notamment faits pour se dérouler en amphi. C'est vrai qu'on peut considérer qu'avec 2000 étudiants, il est peut-être difficile de faire passer le message, mais le propre même du cours en amphi, c'est que c'est d'avoir de grandes masses. Alors, peut-être que les effectifs sont trop élevés parce qu'ailleurs, vous avez je pense par exemple au Sénégal, où vous avez la possibilité de faire les doubles vacations. Vous avez deux groupes de première année, ce qui les permet de rentrer dans des amphis, travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. Ne serait-il pas opportun de faire la même chose peut-être pour le Burkina? Oui, il serait peut-être opportun, oui. Mais vous savez que vous avez parlé de procès d'université. On a aussi des difficultés en matière d'infrastructure, c'est vrai. Et il y a un retard de calendrier universitaire qu'il ne faut pas nier, qu'on essaie de rattraper depuis des années, qui font que peut-être la série des doubles vacations pourrait encore nous prendre un peu de temps. Donc, on avance dans ce sens. L'autre solution, mais là aussi, je comprends bien les difficultés relatives donc, aux finances publiques de ce pays, ce sera aussi de multiplier les universités publiques. Mais là encore, on est confronté à la difficulté argent. De façon subtile, vous reconnaissez que la formation actuelle, ce n'est pas du tout évident avec autant d'étudiants dans un amphi? Alors, c'est pas évident, d'autant plus que, il faut le dire, depuis on s'essaie avec le système LMD, qui veut qu'en réalité, l'étudiant prenne en charge une grande partie de sa formation. Ce qui suppose qu'en contrepartie, on doit lui offrir une bibliothèque bien garnie. On doit lui offrir un matériel informatique, on doit lui offrir une connexion Internet. Et de ce point de vue-là, je crois que le LMD est un peu biaisé. Nous sommes très très loin du compte, hein, parce qu'on a des étudiants qui évoluent presque dans le misérabilisme. Et il n'y a même pas de bibliothèque. Et ça fait que la formation, il faut le dire, est au rabais, parce que bien souvent, l'enseignant veut renvoyer les étudiants vers des ouvrages, vers des sites Internet où ils pourraient avoir des informations. Mais ce déficit-là fait que ce côté de la formation est un peu rade. Est-ce que ça vous désole de vous retrouver dans un univers où vous avez envie de dispenser le savoir et les conditions ne sont pas réunies? Oui, c'est sûr que chacun aurait aimé travailler dans les conditions adéquates. Et surtout quand il s'agit de faire passer le savoir, on a aussi cette frustration de ne pas transmettre tout ce qu'on a reçu. Et c'est d'autant plus embêtant quand je pense à la formule de Jean Jaurès que j'aime bien, qui disait comme ça que être fidèle au foyer des ancêtres, ce n'est pas conserver les cendres, mais c'est pouvoir transmettre la flamme. Et quand on pense à ça, évidemment, on est un peu attristé parce que justement, les conditions ne permettent pas de former les étudiants comme ça a pu être le cas pour nous aussi. Est-ce que vous avez de la peine pour les étudiants souvent, ces jeunes frères-là? Vous avez de la peine pour certains d'entre eux quand vous les voyez souffrir, des insomnies à n'en pas finir, dans un cadre où rien n'est réuni pour qu'ils puissent avoir vraiment le savoir? Oui, c'est sûr que, mais en même temps, on pense aussi que, comme je vous le disais tantôt, nous sommes aussi passés par là et ça fait toujours bizarre de revivre. Alors, vous voulez dire quoi? Transformer l'enfer en paradis pour mieux vivre, c'est le conseil peut-être éventuellement que vous chantez au quotidien aux étudiants? Oui, mais en fait, c'est de dire de faire l'effort pour faire avec cela. Voilà, parce que justement, il ne faut pas renoncer. C'est le moment de dire qu'il ne faut pas renoncer parce que c'est un parcours du combattant. J'aime dire aux étudiants que c'est une quête de tous les temps et de tous les instants. Parce que si vous relâchez l'effort, c'est terminé parce que, vu les perspectives qui se dessinent pour nos pays, ben, il est peut-être déjà mieux de ne pas se décourager parce que les bonnes conditions, même si elles vont arriver, elles ne vont pas arriver de sitôt, elles ne vont pas arriver demain. Donc, à partir de cela, même c'est vrai que quand on a la frustration, on est attristé pour les étudiants, la seule chose qu'on peut leur faire, c'est de leur remonter en disant... donc, vous avez souvent des étudiants qui vous disent qu'ils veulent abandonner. Il y en a qui viennent vous le dire clairement. Mais ça, il y en a plusieurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'effectifs assez élevés. Mais la question, quand on est à l'université, ce sont les opportunités d'emploi qu'on peut avoir. Oui, parce que le secteur semble un peu saturé. Et donc, tout ça, c'est fait pour décourager les étudiants qui se disent, mais finalement, tout ça pour ça, parce qu'après avoir mené tant d'études, est-ce que j'ai des débouchés professionnels? Est-ce qu'il y a des perspectives? Et donc,
mêlé aux conditions universitaires, ben, c'est fait pour décourager les étudiants. Vous continuez à leur dire de croire, quoi, c'est possible. Mais, voilà, c'est le message qu'on peut leur passer, sinon on serait injuste, parce qu'il faut se battre. Alors, venons-en à présent donc à ce gros chapitre consacré à l'avenir de la Constitution du Burkina, 2 juin 91, 2 juin 2022, 31 ans que la Constitution a été adoptée par référendum. Est-ce que 31 ans après cette Constitution vaut encore quelque chose selon vous? Oui, elle vaut quelque chose parce que je dirais qu'elle existe toujours, elle continue à rythmer la vie des Burkinabés. C'est vrai que l'année dernière, nous avions tenu un colloque sur les 30 ans de la Constitution pour faire un peu le point. Et le bilan qui a été fait, notamment, c'est que la Constitution de la 4e République, c'est vrai qu'elle a ses limites. C'est vrai que ce n'est certainement pas la meilleure constitution. Mais quand on fait le bilan, on se rend compte que c'est cette constitution qui a le plus duré. Elle a fait sa preuve par le temps. 30 ans, les autres constitutions, c'était des constitutions éphémères. On en a connu 3 en avant, 3 avant cette constitution. Donc, oui, cette constitution, elle vaut quelque chose puisque c'est elle qu'on continue d'appliquer. Comme on répondrait dans les amphis aux étudiants, on dirait que c'est l'état de droit positif actuel. C'est vrai que la transition est venue mettre la constitution à rude épreuve. On le sait, elle était suspendue et puis aujourd'hui, elle est adossée à une charte de la transition. Mais la constitution de 2 juin 1991 a été modifiée au minimum 9 fois. C'est beaucoup quand même pour un pays ou bien c'est l'expérience démocratique qui engendre cela selon vous? Alors, c'est vrai que déjà en droit constitutionnel, quand on enseigne, on dit que la constitution a notamment une vocation pour durer. Donc une constitution doit être stable. Mais en même temps, une constitution ne rebute pas à sa révision parce qu'elle doit pouvoir être adaptée aux réalités, aux circonstances du moment. Mais pas non plus pour servir des individus, parce qu'on a l'impression que toutes les modifications que le Burkina a connues de 1991 à maintenant, c'était pour servir des causes individuelles. Certes, il y avait, et là aussi, ben, il faut faire la part des choses. Il y avait peut-être que c'est tout à fait lié, il y avait des révisions opportunistes. C'est vrai que la Constitution a pu être révisée pour servir des intérêts du moment, des dirigeants en place. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que dans ce succès d'années de révision qu'on a eu, il y a eu des éléments assez intéressants qui ont notamment contribué, je dirais... à parfaire la Constitution ou... En tout cas, oui. À parfaire l'état de droit. En tout cas, à enraciner le Burkina vers cet horizon qui est recherché d'un état de droit démocratique. Dans certains pays, les États-Unis ou autres, entre autres, pour ne citer que cet exemple, très rarement on parle de modification de la Constitution. Et ils sont parvenus à sacraliser la Constitution. Comment se fait-il que chez nous, la Constitution est à la limite, à la merci de n'importe quel politicien ou de n'importe quel président qui veut en faire ce qu'il veut? Alors, c'est vrai que, parlant des révisions, et puis quand on évoque le cas des États-Unis, dont on sait que elle a la plus vieille constitution. Oui, c'est ça. La plus vieille constitution, 1776. Alors, mais s'agissant du Burkina Faso, il faut aussi noter que ce sont des constitutions qu'on retrouve un peu dans les États africains dans les années 90, au lendemain donc de chute du fin du mur de Berlin. Le discours de la Bonne qui a été prononcé par le président Mitterrand qui a dit que les États africains doivent s'essayer à plus de démocratie. Et je crois que, alors, en jetant un regard en arrière, il ne faut pas être dur envers nous-mêmes. Ça, c'est le discours que je tiens. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler les contextes dans lesquels cette constitution est arrivée. Elle est arrivée alors qu'on avait encore un régime d'exception, notamment celui du Front populaire. Et la constitution, finalement, est intervenue comme une forme de compromis entre ces forces progressistes qui existaient dans l'État, mais en même temps aussi ces tenants du pouvoir qui, il faut le dire, ont été plus ou moins forcés à aller vers la mise en place d'un État. Le 2 juin 1991, le référendum a été obtenu par la force ou par les populations, par les forces démocratiques? Non, pas par la force. Oui. C'est de dire que les tenants du pouvoir en place ont eu plus ou moins la main liée. Le Front populaire de Blaise Compaoré. Le Front populaire de Blaise Compaoré a eu plus ou moins les mains liées pour aller vers l'adoption de cette constitution. Parce que rappelez-vous bien que le propre d'une constitution, c'est d'avant tout d'encadrer le pouvoir. Donc, qui dit encadrer le pouvoir, pas de limiter le pouvoir. Donc, voilà pourquoi je dis que quand on jette un regard en arrière, on regarde l'histoire, la constitution de la 4e République était déjà un bon compromis pour sortir d'une situation anormale.
Et c'est vrai que, et vous avez raison, et de là, on peut trouver l'explication de toutes ces révisions qui sont arrivées. Parce que c'est une constitution qui était loin d'être parfaite, mais qui était déjà quelque chose à prendre. Et puis, au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a eu des révisions opportunistes qui sont arrivées, mais comme je l'ai dit, on pourrait aussi faire le tri pour voir que certaines révisions sont venues dans le sens d'une consolidation, en tout cas, d'une meilleure protection des libertés individuelles. Quand on regarde le parcours de la constitution burkinabé, est-ce que ce parcours-là, le mérite ne revient pas aussi au peuple burkinabé? Je vous donne un exemple. 98, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, le collège des sages a été mis en place et la constitution du Burkina a été modifiée et notamment la question de la limitation des mandats a été abordée en son temps et si vous vous rappelez très bien. Oui, c'est vrai que, et là c'est un aspect, je dirais que qui a beaucoup marqué les esprits quand même en son temps. Oui, en effet. C'est aussi, vous avez parlé du peuple burkinabé. Je crois que c'est un peuple qui a eu tout le mérite. Il suffit de traverser l'histoire constitutionnelle. Moi, c'est vrai qu'il y a eu 98, mais on se rend compte que, même quand vous regardez, vous visitez l'histoire constitutionnelle et politique de ce pays, vous voyez qu'à un moment, le peuple a toujours été comme, je dirais, un garant, oui. Un garant de la chose quand il sentait que ses intérêts lui échappaient. Et c'est ce qui a peut-être la crise, vous avez parlé consécutive donc à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, qui a poussé le pouvoir en place à revenir vers la limitation du mandat. Et il faut le rappeler, cette limitation du mandat existait dans la première mouture de la Constitution de 91. Et vous avez parlé des révisions opportunistes. Effectivement, en 97, on est revenu sur cette limitation. Et il a fallu cette crise-là pour nous permettre encore de revenir. Un an après, hein? Un an après, puisque oui, en 97, justement, oui, c'est ça. Un an après. Oui. Et un an après, bon, la crise a fait que on est revenu à la situation de la limitation du nombre de mandats. Donc oui, c'est un acquis. C'est un acquis de l'ensemble des citoyens. De l'ensemble du regard, voilà, oui, de la lutte citoyenne. Oui. Alors, vous avez dit 97, on a parlé de la limitation. On est revenu là-dessus. En 98, donc, il y a eu l'assassinat de Norbert Zongo. Le collège des sages qui revient en 99 et qui recommande encore une fois de plus la limitation du nombre de mandats présidentiels. Parce que pour eux, ça pouvait déjà créer des crises socio-politiques au Burkina Faso. Et l'histoire leur a donné raison parce qu'il y a eu 2013, 2014, 2012, 2013, 2014 avec l'insurrection. Oui, en effet, parce que, alors, bien souvent, et c'est l'occasion de revenir sur le bien fondé de cette limitation du mandat. Bien souvent, il y a des mauvaises compréhensions, des mauvaises interprétations de cette limitation parce que vous savez que ceux qui veulent dire au pouvoir viennent toujours avec cette idée que le peuple veut toujours son dirigeant. Mais une réalité est que lorsque vous durez avec le pouvoir, soit vous finissez par tomber dans la routine, soit vous vous enlisez. Et je crois que c'est une bonne disposition des choses qui veut que, la nature des choses qui veut qu'à un moment donné, il faut limiter le pouvoir dans le temps. On connaît bien la formule. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc, la limitation des mandats répond à cet idéal. C'est pour cela, d'ailleurs, le président français Mitterrand aimait dire que l'alternance est l'oxygène de la démocratie. Voilà. Donc, effectivement, cette limitation de mandat avait déjà été perçue par le Conseil des sages comme un élément qui allait permettre de ramener une sorte, je dirais, d'inquiétude, hein? Oui. Voilà, dans la vie. Mais ils n'ont pas été pratiquement suivis, hein, parce qu'après la crise, on a eu l'impression que le pouvoir d'alors se disait on est fort, oui. on peut revenir sur certaines valeurs de la Constitution. Et il y a eu l'insurrection d'octobre 2014. Oui. Est-ce que vous avez été surpris par la tournure des événements? Parce que là, c'était l'article 37 de la Constitution qui était en jeu et le peuple ne s'est pas laissé faire. Oui. Alors, c'est surpris, on peut le dire, parce que si on parle du fait que le pouvoir s'était senti fort, mais là aussi on revient je dirais, au méandre tenant à la durée, durée du pouvoir. Parce que ce qui aussi a fait que ce régime s'est essoufflé, c'est parce qu'il a duré. Et je dirais qu'il n'avait plus toutes les ficettes en main. Et on a vu là aussi, il y a eu tout un ensemble d'éveil. De conscience. Aussi, la société civile, les syndicats qui sont levés, même les partis politiques, qui ont, comme un seul élan, ont permis de renverser le rapport de force. Et on s'est rendu compte que ce n'était peut-être pas une bonne idée que de vouloir
prolonger la durée au pouvoir. Et donc 2014 est un tournant décisif pour l'article 37 de la Constitution et puis le fait qu'on ne puisse pas avoir un président à vie au pouvoir au Burkina Faso. Tournant décisif, c'est certain, parce que la preuve en est que la transition qui s'est ouverte en 2014 a été sanctionnée notamment par la révision de la Constitution et le CNT qui a révisé la Constitution alors a eu l'occasion encore de marquer, je dirais, d'un verrou cette disposition pour dire que plus jamais un président ne devra faire plus de 2 mandats. Et il y a eu encore un coup d'État en 2015 de Gilbert Diendéré. Le peuple, encore une fois de plus, s'est levé pour dire qu'on ne voulait pas d'un coup d'État militaire au Burkina Faso. Et ça a été, je dirais, l'élément qui a montré que le peuple burkinabé avait définitivement marqué cette idée qu'il ne se laisserait plus faire et qu'il était garant, notamment des idéaux démocratiques et notamment des idéaux, des exigences de l'état de droit. Et on est passé aux élections en 2015, Roch-Marc Christian Kaboré qui est élu, qui n'a pas terminé son mandat à l'image de tous les présidents que le Burkina a connus depuis 1960 à aujourd'hui, renversé par un coup d'État militaire. Finalement, on s'est dit, nous voici de retour dans les régimes antidémocratiques. Oui, je dirais avec un grincement au cœur. Ah, vous êtes un démocrate, voilà, parce que vous êtes contre les coups d'État militaires, vous? Oui, parce que le propre d'une constitution, c'est, comme on l'a dit, c'est d'encadrer le pouvoir d'État. Mais surtout, on ne l'a pas dit, la définition de la constitution, comment on l'a définie, la constitution. Vous avez une multitude de définitions, mais celle qui est la plus acceptée, c'est celle notamment qui a été retenue par les révolutionnaires français en 1789, qui disent que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, la garantie des droits assurés n'a point de constitution. Ce qui veut dire par là que le propre d'une constitution, c'est d'organiser la dévolution du pouvoir de l'État. Comment on acquiert le pouvoir dans l'État? Parce qu'à la différence des régimes monarchiques, dans la démocratie, il y a un procédé pour accéder au pouvoir. Et la Constitution même le dit clairement pour le cas du Burkina, on sait comment on prend le pouvoir, voilà, et c'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est l'objet de la Constitution. Et à partir du moment où on est d'accord pour s'inscrire dans cette, je dirais, dans cet idéal du constitutionnalisme qui veut qu'il faut limiter le pouvoir, alors on ne peut que être sensible aux principes qui sont prescrits par la Constitution. Le 16 février 2022, vous êtes constitutionnaliste. Vous avez vu le président Damiba au Conseil constitutionnel? En effet, comme vous d'ailleurs. Et quelle est la réaction que vous avez eue? Est-ce que les juges du Conseil, les sages du Conseil constitutionnel n'auraient pas dû accepter franchir ce pas-là? Franchir le pas, lequel départ? Accepter une investiture d'un coup d'État militaire, enfin investir quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par coup d'État militaire. Alors, c'est vrai que moi, je suis, vous l'avez dit, je suis fondamentalement attaché aux thèses de la Constitution. Non, vous êtes démocrate ou vous ne l'êtes pas? Enfin, c'est la question que je vous ai posée. Oui. Vous avez essayé de ne pas répondre, mais ce serait bien que vous le dites. Vous êtes pour ou contre les coups d'État militaires? Je suis contre les coups d'État militaires. Donc, vous êtes pour la démocratie? En effet. Alors, comment vous avez jugé notamment l'investiture le 16 février de Damiba? Alors, j'ai vu un Conseil constitutionnel, parce que là, il faut le dire, le Conseil constitutionnel qui a pris une décision pour dire que le président Damiba, au regard d'un certain nombre, en tout cas un argumentaire qui a été développé par le Conseil constitutionnel, pour dire que le président Damiba pouvait donc prêter serment. Alors, le Conseil constitutionnel s'est basé, là aussi il faut le dire, sur peut-être la charte de la transition, qui était désormais en œuvre. Mais la Constitution avait été tout de même rétablie. Est-ce que la charte de la transition domine la Constitution du Burkina Faso? Alors ça, c'est le Conseil constitutionnel qui est l'interprète de la Constitution, qui est le garant de la Constitution. Est-ce que le Conseil constitutionnel a failli dans sa mission? Alors, est-ce qu'on peut dire que le Conseil constitutionnel faillit? Parce que le Conseil constitutionnel l'interprète, il est le garant de la Constitution. J'ai un collègue qui aime dire comme ça à ses étudiants et qui l'a rappelé dans un des médias de la place que le mensonge du Conseil constitutionnel est la vérité. Parce que la Constitution dit à son article 159 que toutes les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous. Alors, maintenant, sur la situation, est-ce que la Constitution permettait d'investir un président élu par coup d'État? Le coup d'État élu pardon, qui est arrivé par coup d'État. Je voudrais ici évoquer l'article 44 de la Constitution burkinabé qui est très clair à cet égard. L'article 44 de la Constitution dit
que le président élu prête serment. Et à ce que je sache, l'arrivée au pouvoir, l'article 144, 44, oui. L'arrivée au pouvoir, la prise du pouvoir par les armes n'équivaut pas à une élection. Est-ce que dans la Constitution, vous êtes constitutionnaliste, c'est bien qu'on fasse au moins une émission pédagogique pour ceux qui nous regardent. Est-ce qu'il y a un seul article dans la Constitution qui parle du coup d'État militaire? Oui, vous avez l'article 167 de la Constitution qui dit notamment que toute prise du pouvoir par les coups d'État est illégale et que à partir de cet instant, le peuple a le droit de désobéissance. Donc en français facile, le Conseil constitutionnel a légalisé ce qui est illégal. Oui, le Conseil constitutionnel a, je dirais mieux, a constitutionnalisé le coup d'État parce que vous savez que l'interprétation du Conseil constitutionnel constitue aussi quelque part ce que nous appelons une norme à valeur constitutionnelle. Donc par cette décision, le Conseil constitutionnel a constitutionnalisé le coup d'État. Est-ce qu'un enterrement de première classe de la démocratie au Burkina Faso? Je ne dirais pas non, parce que ce que vous devez savoir aussi, c'est que le droit constitutionnel ne se limite pas à une décision du Conseil constitutionnel. Voilà. Et que on a pu le voir, le Conseil constitutionnel a essayé plus ou moins de se rattraper dans la décision, l'exception de constitutionnalité qui avait été formulée à l'occasion du procès Sankara. Et donc, un Conseil constitutionnel aussi, en tant qu'interprète de la Constitution, peut toujours revenir sur cette décision. Et j'aime bien rappeler à cet égard à mes étudiants une formule d'un juge de la Cour suprême des États-Unis qui disait comme ça que, bon, je ne veux pas rappeler la formule, elle peut être trop difficile à comprendre, mais qui disait comme ça que la Cour suprême des États-Unis aujourd'hui, qui est peut-être le garant de la démocratie américaine, si ce n'est même la Cour suprême qui a les rênes aujourd'hui de ce qui se passe aux États-Unis. Mais il disait comme ça que si on devait soumettre les décisions de la Cour suprême à une cour, à la Cour suprême des États-Unis, bien à une cour qui était au-delà, c'est sûr, à une cour supérieure, c'est sûr que bon nombre de ces décisions allaient être remises en cause. Et il termine sa phrase pour dire que finalement, si la Cour suprême des États-Unis était faillible, c'est parce qu'elle se prononce en dernier lieu. Voilà, mais est-ce qu'on aurait pu nous faire l'économie de ce qu'on a vécu au Burkina Faso avec l'investiture d'un militaire qui est arrivé au pouvoir par les armes? Oui, c'est sûr que à partir du moment où la Constitution, je pense que expressis verbis le dit, le président élu prête serment, avait-on encore besoin de passer par une investiture? Je ne le pense pas. Je pense que ce n'était certainement pas opportun. Alors maintenant, peut-être que le président Damiba recherchait aussi une forme de légitimité pour montrer que quelque part, il essaie de s'inscrire dans les idéaux d'un état de droit. Contrairement à vous, d'autres juristes sont très choqués, très fâchés par ce qui s'est passé avec la Cour constitutionnelle. Pour eux, c'est très grave ce qui a été fait au niveau du Conseil constitutionnel. Alors, parce que n'importe qui désormais peut se lever, prendre le pouvoir au Burkina Faso et contraindre le Conseil constitutionnel à l'investir comme président du Faso. Ben là aussi, ce n'est pas gagné. Puisque je vous ai dit tantôt que le Conseil constitutionnel peut toujours revoir ses décisions. Et donc, du coup, voir et revoir, est-ce que ça ne décrédibilise pas finalement l'institution? Est-ce qu'il n'y a pas des principes démocratiques majeurs sur lesquels il faut se tabler et ne pas bouger? Alors, ça aussi, c'est aussi le fruit, je dirais pas, enfin, d'une société. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'ancrage de la démocratie aux États-Unis. C'est un processus. Parce que même quand vous regardez certaines des décisions de la Cour suprême américaine ont pu choquer à un moment donné de l'histoire. Alors, et nous sommes dans des États qui sont en pleine construction démocratique. Pour vous rappeler, moi j'ai été rapporteur adjoint de la Commission constitutionnelle. Et lors des débats, j'ai eu à faire une proposition. J'ai dit que est-ce qu'on ne ferait pas comme dans les grandes démocraties? Et il y a un membre qui s'est levé qui a dit au président Maître Ali Ouedraogo, qui a dit au président, dites au jeune homme, nous ne sommes pas une grande démocratie. Nous sommes une jeune démocratie. Donc c'est une excuse aussi trop facile tout de même. Parce que c'est ça qui nous pousse à faire toutes les erreurs que nous commettons actuellement chez nous dans nos pays-là. Non, je dirais aussi qu'avec tout le procès qu'il y a eu autour de la décision du Conseil constitutionnel, je crois que le Conseil constitutionnel aussi a eu l'occasion de prendre la mesure de sa décision. Oui. Et qu'à l'avenir, on peut espérer que le Conseil constitutionnel
serait plus attentif dans l'application du droit constitutionnel. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'il bénéficie de circonstances atténuantes selon vous. Oui, circonstances atténuantes, parce que si on veut... c'est une lecture qui a été faite. Et puis le Conseil constitutionnel, je tentais de le dire tantôt, intervient dans une situation donnée, dans une atmosphère. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le juge doit être indépendant. Il doit même, je dis toujours à mes étudiants... Est-ce que l'indépendance du juge prime sur les lois de la République? Je dirais que les lois de la République concourent à ce que le juge soit indépendant. Parce que dans une société, vous avez besoin d'un juge indépendant pour pouvoir justement mais faire cette respecter le droit. indépendance, une fois de plus, le respect droit. de la loi ou du droit, est-ce que l'indépendance du juge prime sur les lois de la République, de façon concrète? Alors, non, ce que je veux vous dire par là, par rapport à cette question, ce que je veux vous dire par là, c'est de dire que les lois concourent à rendre le juge indépendant. Voilà, donc vous avez que la loi concourt à rendre le juge indépendant. Donc, le juge doit, conformément à la loi, statuer de manière indépendante parce qu'alors, la loi lui a donné certains gages pour pouvoir trancher de manière impartiale et indépendante. C'est ce que je dis. Parce que le garant de l'état de droit, on a parlé, je n'ai pas beaucoup évoqué l'état de droit, le garant de l'état de droit, dans un état qui se veut démocratique, c'est le juge. Et donc, le juge ne peut être un véritable garant de l'état de droit si lui-même n'est pas véritablement indépendant. Pour ce qui est du Conseil constitutionnel désormais, vous savez que beaucoup de Burkinabés ne croient plus en cette institution. Oui, bon. Même avec vos étudiants, certainement que le débat a été longuement posé. Même avec les collègues, oui. On en parle. Alors, on ne croit pas au Conseil constitutionnel. Je dis dans ce sens que les décisions du Conseil constitutionnel ont pu choquer. Mais en même temps... On sent que vous êtes un peu frileux quand il s'agit de parler du Conseil, quand vous vous réservez, vous avez peur, on dirait, de parler de cette question. Non, ce n'est pas que j'ai peur de parler de cette question. Mais ce que je veux, c'est qu'on ne branle pas. Qu'est-ce que vous enseignez aux jeunes par rapport à ça? Ce que je veux, c'est qu'on ne branle pas toutes les institutions de l'État. En fait, vous avez parlé de jeunesse tout à l'heure. Moi, je garde en tête... J'ai beaucoup écrit. Vous pouvez aller lire mes articles que j'ai écrits justement sur la transition, sur les coups d'État, etc. Que je suis foncièrement contre les coups d'État et l'attitude du juge constitutionnel. Je ne suis pas l'avocat du Conseil constitutionnel. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis qu'il ne faut pas que toutes les institutions s'ébranlent, j'ai mon maître à moi qui, lorsqu'on échangeait sur ces questions de transition, et qui me voyait très dur, il me disait ceci que, attention, le droit... c'est vrai, a pour objet de pacifier les rapports sociaux. Mais tout ne peut pas se régler sur le seul terrain du droit. Et que, bien évidemment, il y a des situations les plus dramatiques qui peuvent arriver dans une société où le droit va plier l'échine. Et quand je dis que ne brûlons pas toutes les institutions, parce que le juge aujourd'hui est le garant de l'état de droit. Si vous dites aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un conseil constitutionnel. Non, la question n'est pas le besoin ou pas. La question c'est... quel est le rôle réel du Conseil constitutionnel? Oui. Est-ce que le Conseil constitutionnel ne s'est pas fourvoyé avec ce qu'on a vécu? Le rôle du Conseil constitutionnel, je le rappelle, la Constitution le dit, il est le protecteur de la Constitution. Et quand le protecteur ne protège pas, finalement, qu'est-ce qu'il devient? Alors, qu'est-ce qu'il devient? C'est de travailler à ce qu'il devienne un protecteur efficace de la Constitution. Alors, vous avez dit un peu plus loin qu'on peut plier l'échine. Ouais. Alors là, du coup, on a l'impression que c'est le rapport de force qui a finalement défini le rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce que dans ce cas de figure, on peut parler des valeurs même de la Constitution du Burkina encore? On ne reviendra pas sur la question que vous m'avez posée au début de cet entretien. Pardon. Je l'ai dit, la Constitution est toujours en vigueur, c'est celle qu'on applique. Elle est garante d'un certain nombre de droits du citoyen. Et que le Conseil constitutionnel a pu peut-être s'écarter à un moment donné du droit. Et ça, dans mes propos, je ne me fais pas le défenseur du Conseil constitutionnel ou bien que je ne montre pas frileux. L'idée, c'est de dire que le Conseil constitutionnel, c'est un interprète de la Constitution. Et que l'interprète, par moment, peut faire une interprétation qui peut paraître discutable.
Et que... Dans le fond ou dans la forme? Que ce soit, dans le fond ou dans la forme. Que vous allez en France, vous allez voir des auteurs qui ont pu... Vous aimez vous accrocher aux exemples à l'étranger, hein, parce que pour le cas du Burkina, ça semble un peu sensible pour vous, non, visiblement. en fait, puisque quand je prends l'exemple étranger, ce n'est pas que... mais c'est de jeter aussi le regard de tout ce qui se passe ailleurs. Parce que souvent, sans être la ailleurs, on a soldé déjà la question des coups d'État militaires et des investitures des présidents Pouchis. Non, en fait, je reviens sur le rôle du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, il peut arriver qu'il puisse faillir à sa mission. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est de dire que même dans certains pays, vous avez que le Conseil constitutionnel a failli à sa mission, mais ce n'est pas pour autant qu'on a dit du jour au lendemain, le Conseil constitutionnel, il était un Conseil constitutionnel dont il faut définitivement se passer. Vous pensez que notre Conseil constitutionnel peut se rattraper ou encore aura l'occasion de se rattraper? Alors, il y a une décision qui a été rendue. Sur le procès Thomas Sankara, vous pensez que ça a été peut-être une opportunité pour le Conseil de se remettre en valeur? Oui, bon, même si c'était avec des propos nuancés, le Conseil constitutionnel, on a senti que dans sa décision, une idée de redessiner un peu la carte de ce qui a été rendu le 16 février 2022. Alors, mais ce que je veux dire, quand vous me posez la question, est-ce que le Conseil constitutionnel, il faut espérer qu'il change? Le Conseil constitutionnel, ce sont des hommes à un moment donné. Et peut-être qu'il faut interroger notre Constitution sur comment le Conseil constitutionnel est organisé. La composition des membres, parce qu'il y a beaucoup de constitutionnalistes aussi qui ont mené ce débat-là par le passé. Voilà, parce qui est nommé, par qui. Voilà, justement, quels sont ceux qui... Voilà, et de ce point de vue, je crois que, tout à l'heure, j'ai évoqué les travaux de la Commission constitutionnelle. Nous, à la Commission constitutionnelle, on a essayé, dans le projet de constitution qui finalement n'a jamais été adopté, pour la 5e République. La 5e République, d'essayer de redéfinir à la fois la composition, le rôle et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Peut-être que le verre se trouve dans le fruit. Donc, ça veut dire que si on maintient le Conseil constitutionnel tel qu'il est, en l'état actuel, il n'y aura jamais de véritable perspective démocratique pour le Burkina. Ils vont suivre toujours le sens du vent. Alors, là aussi, peut-être que c'est vrai que le bilan du Conseil constitutionnel, on peut le dire, il est très mitigé. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que le Conseil constitutionnel, dans bien des décisions, moi j'ai eu à commenter des décisions, il a rendu des décisions qui sont très critiquables, mais le Conseil constitutionnel a par moments aussi rendu des décisions qu'on pouvait qualifier d'acceptables. Voilà. L'autre inquiétude soulevée par la majeure partie des Burkinabés, c'est la jurisprudence qui crée naturellement la cérémonie du 16 mars 2022 pour l'avenir de la démocratie et de la nation burkinabé. Oui, ça c'est quelque chose qui reste un peu, je dirais, assez dommage, voilà, parce que on aurait pu, d'autant plus qu'on aurait pu se passer, de cette investiture. Alors, si nous continuons dans la même dynamique, puisque la Constitution elle a été rétablie malgré tout, et le Burkina continue de fonctionner selon encore cette Constitution, même si ça pose problème en matière d'interprétation de certains textes, on a les partisans de l'ancien président Roch Kaboré qui demandent tout simplement qu'il soit libéré totalement de toute emprise. Ils citent l'article 3 de la Constitution burkinabé. Là, vous êtes d'accord avec eux ou pas? Oui, c'est vrai que... ça fait débat aussi dans l'opinion actuellement. La Constitution donne un certain nombre de droits. Ce n'est pas parce que c'est le président Kaboré. Parce que rappelez-vous bien, tout à l'heure, j'ai indiqué que le propre d'une Constitution, c'est d'abord la protection des droits et libertés des individus. Donc, ce n'est pas la question du président Kaboré. Et que dans un état de droit, il y a les règles suivant lesquelles un individu doit être privé de sa liberté. Et... est-ce que les éléments ont été respectés s'agissant du président Kaboré? Je ne pense pas. Et à ce niveau, nous pensons que le débat continuera certainement d'être mené au Burkina Faso. Ça va au-delà de la personne du président Kaboré parce que tous les citoyens, éventuellement, doivent mener ce combat-là, vous pensez? Oui, c'est un combat avant tout des droits de l'homme. Un combat des droits de l'homme. Un combat des droits de l'homme, un combat de la liberté. Parce que, comme je l'ai dit une fois de plus, si on a rétabli la Constitution, pourquoi? Quel était l'intérêt de rétablir la Constitution? Parce que justement, la Constitution comporte un socle de droits, de libertés. Et à partir de cet instant, la Constitution le dit à son article 1er, tous les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. Et tout ce qui suit comme disposition qui vise à garantir les libertés individuelles
c'est un combat que tout le Burkinabé doit mener afin de garantir Je veux qu'on reste encore sur le respect de la Constitution parce qu'on a l'impression que la Constitution est permanemment violée par la plupart des Burkinabés au quotidien, à la limite. Parlons d'abord des acteurs politiques. On dit qu'il ne faut pas donc être régionaliste entre autres, mais on se rend compte qu'il y a des partis aujourd'hui qui se comportent pratiquement comme s'ils appartenaient à des régions entières et le Conseil constitutionnel, on ne l'entend pas beaucoup là-dessus. Alors, le Conseil constitutionnel, c'est vrai, déjà il faut faire le constat qu'il y a des partis régionalistes. L'article 13 de la Constitution est très clair à cet égard. Parce que ça remet en cause un certain nombre de valeurs quand même du Burkina Faso. L'article 13 de la Constitution, je reviens là-dessus, qui donne la liberté de création des partis politiques, dit justement que les partis à vocation régionaliste, raciale, ethniciste sont interdits. Et un élément assez intéressant, c'est que dès la création, le Conseil constitutionnel doit se prononcer. Maintenant, ça c'est ce que, parce que vous avez parlé du Conseil constitutionnel, mais ça c'est la Constitution ne fait terminer le Conseil constitutionnel qu'au moment de la création de ces partis. Donc en regardant, le Conseil constitutionnel a pu dire, bon, il n'y a pas de velléité régionaliste, de vocation raciale, etc. d'un tel parti. Mais maintenant, là où il faut interroger notre législation, c'est que il y a peut-être ce que j'appelle un vide juridique qui ne permet pas, enfin, au cours du fonctionnement de ce parti, de pouvoir le rappeler à l'ordre. Peut-être le ministère en charge. Le ministère de l'administration territoriale, oui, dans le suivi du fonctionnement des partis politiques pourraient le faire. Mais en même temps, peut-être, je dirais quoi, pour évoquer le rôle du ministère de l'administration territoriale, je dirais que sur ce point, là aussi, l'action du ministère, je lui concède peut-être aussi sensible. Parce que si vous voulez suspendre ou retirer des récépissés de partis politiques. Ça peut, mais sauf que quand la Constitution le dit, il y a quand même tout de même un élément très important, c'est la question de la cohésion sociale. Parce que la Constitution dit clairement que le Burkina Faso est un État démocratique, laïque et unitaire. Ça veut dire que clairement c'est dit que tout le monde doit avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs et on n'est pas d'accord pour quelqu'un qui veut diviser la nation. Oui, ça c'est le postulat qu'a choisi la Constitution. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est de travailler à ce que ce qui est garanti dans la Constitution, ce qui est prévu par la Constitution soit sanctionné. C'est-à-dire sanctionner le non-respect des dispositions constitutionnelles. Est-ce que vous pensez que les Burkinabés ne connaissent pas assez la Constitution du Burkina? Alors, moi, c'est une très bonne question parce que en 2014, avec ce qui est arrivé, je me suis dit, tiens, les Burkinabés savent ce que c'est que la Constitution. Non, ils connaissaient plutôt l'article 37. Et c'est ce que je voulais justement indiquer. Parce que c'est cet article-là qu'ils ont beaucoup entendu. Voilà. Oui. Donc, mais c'est vrai que ça a permis aussi aux médias d'en parler, parce que dans nos langues locales, aujourd'hui, on parle du Tinkouri, voilà. Mais finalement, comme vous le dites, on s'est limité à ce seul article. Et justement, ça pose un problème. Parce que dans la culture démocratique aussi, il faut que les citoyens puissent s'approprier le texte constitutionnel. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a beaucoup à faire parce que le citoyen burkinabé ne connaît pas encore la Constitution. Et ça ne se limite pas aux citoyens burkinabés. Moi, à la Commission constitutionnelle, mon expérience à la Commission m'a permis de me rendre compte que même souvent nos élus nationaux, c'est quand nous sommes allés présenter le projet de Constitution à l'Assemblée nationale, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que même nos élus nationaux, beaucoup ne savaient pas grand-chose de ce qui était dans la Constitution. Ça, c'est très grave quand même. Pour des gens qui sont censés légiférer pour l'avenir de la nation, qui ne connaissent pas la Constitution. C'est quelque chose de très grave, il faut le dire, parce que... Et du coup, en tant que constitutionnaliste, vous en arrivez à une telle recommandation. Faut-il commencer à enseigner la Constitution aux enfants dès l'école primaire ou dès la classe de 6e en allant? Sait-on jamais? Je pense que dès le primaire, on peut commencer à enseigner la Constitution. Mais quand même, parce que déjà, vous allez me dire que c'est peut-être un peu sophistiqué, mais je dis non. Regardez, dès le primaire, on enseigne aux élèves du primaire qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale. Et moi, je me rappelle que ma première définition de l'Assemblée nationale, c'est au primaire où on disait que l'Assemblée nationale vote la loi et qu'on sent l'impôt. Donc c'est déjà quelque chose. Même au niveau du respect du code de la route et autres, c'est un ensemble, le citoyen, son rôle, sa responsabilité dans la société. Tout est défini dans la Constitution, mais 90% des Burkinabés ne connaissent ni leurs droits ni leurs devoirs, sans doute. Et je pense que tout ce que vous faites aussi doit contribuer notamment. Je sais que ça contribue déjà pour beaucoup, mais contribue aussi à la connaissance de la Constitution. Et vous avez bien fait de le rappeler quand vous avez dit que, justement, il y a des obligations. La particularité de notre Constitution, c'est qu'elle ne consacre pas seulement les droits aux citoyens, mais reconnaît aussi qu'il a des devoirs. Et si je reviens sur les devoirs, vous avez 3 devoirs notamment qui sont indiqués. Le citoyen burkinabé doit contribuer à la défense
de l'intégrité de son territoire. Ah, donc les Burkinabés, alors faisons une escale Voilà. là-dessus, ce premier devoir-là. Oui. Il ne faut pas juste dire c'est le président, c'est Oui. le gouvernement, ce sont les militaires. Tout le monde a un rôle à jouer dans la défense du territoire. Et oui, et je dirais tout le monde a un rôle de premier rang, en première ligne. Parce que c'est le devoir de tout Burkinabé de se battre, en tout cas de mettre du sien, de faire toutes les diligences possibles pour assurer l'intégrité du territoire. Parce qu'il y a même un passage qui parle de souveraineté nationale. Souveraineté nationale, qui oui. appartient au peuple, hein, parce que Oui, le la peuple est souveraineté souverain nationale. en toutes circonstances dans la Constitution. En effet, en effet. Et quand on regarde le contexte que nous vivons, on a l'impression que c'est les autres qui doivent mener la guerre. Alors que chacun d'entre nous doit se sentir concerné en premier lieu par cette guerre, parce que de toute façon, cette guerre qui se mène, elle ne trie pas les citoyens. Les citoyens. Il n'y a pas le tri qui est fait entre les forces de défense, ceux qui seront les forces de défense et les citoyens libres. Je dirais même que les plus grandes victimes aujourd'hui sont les populations civiles. Bien sûr. Donc, évidemment que chaque Burkinabé doit être interpellé à ce premier chef quant à la protection donc, de l'intégrité de son territoire. Et la suite maintenant, les deux autres? Voilà, les deux autres, Oui. ça c'est le droit à l'éducation. Les parents ont l'obligation d'éduquer leurs enfants et les enfants en retour doivent respect à leurs parents. Et la troisième obligation, c'est une question qui m'intéresse parce que c'est la question donc, du civisme fiscal. Tout Burkinabé doit donc veiller à régler ses dettes, ses obligations fiscales. Mais les Burkinabés veulent aussi que l'argent soit bien géré. Oui, ils veulent que l'argent soit bien géré, mais sauf qu'ils ne payent pas. Et ça pose problème. Ça quand pose même. un problème parce qu'on que... voit ailleurs, on nous donne des infrastructures, ça a été donné par le peuple, tel peuple. Ce sont les citoyens des autres pays qui cotisent pour qu'on fasse le bitume chez nous. C'est ça. Et là aussi, vous avez parlé tout à l'heure de connaissance de la Constitution. Oui. Il faut aussi éduquer aussi, je dirais quoi, à l'esprit de la fiscalité. Parce qu'on voit que le premier réflexe aujourd'hui du Burkinabé, vous allez à Rodoko, vous allez à Zabardaga et autres, le premier réflexe c'est de fuir les impôts. Et alors qu'en retour, on réclame beaucoup à l'État. Et ce que les citoyens doivent comprendre, et ça aussi, c'est peut-être la faute à nos hommes politiques, ce que le citoyen doit comprendre. Moi, je le dis toujours à mes étudiants, ne pensez pas que l'État, il y a une réserve ou un puits où il va chercher son argent. Au contraire, l'État est le plus pauvre d'entre nous. Parce qu'en réalité, l'État, il vit des subsides qu'il récolte de ce que chaque citoyen paie. C'est ça le sens de l'impôt. Après, vous me dites qu'on ne voit pas les infrastructures. Mais moi, je pense que déjà, commençons par payer nos impôts et ensuite revendiquons que l'État fasse quelque chose. La Constitution garantit aussi aux citoyens le droit de vérifier la manière dont son argent est géré. Donc, il y a aussi des passerelles à ce niveau tout de même. Oui, parce que vous avez notamment, pour incarner cette dimension qui veut que les citoyens le regardent, vous avez notamment des institutions qui sont notamment dédiées à ce contrôle. Je pense à la SE, je pense à la Cour des comptes, dont le rôle justement est d'être les yeux de ces citoyens dans le fonctionnement ou en tout cas dans l'utilisation de l'argent public. Est-ce que si les gens connaissaient vraiment la Constitution, on n'en serait pas là aujourd'hui au Burkina Faso? Quand vous voyez tous les errements du système démocratique, les coups d'État militaires, le refus du paiement des impôts, entre autres, est-ce que si on connaissait la Constitution réellement, on n'en serait pas là? Oui, effectivement que si on connaissait la Constitution, puisque la Constitution décrit finalement, je dirais pour moi, c'est vrai, c'est peut-être un idéal, notre boussole, non? Voilà, notre boussole. Oui. Et c'est sûr que quand on écrit la Constitution, puisque écouter la Constitution, on peut aussi définir la Constitution comme la traduction politique des aspirations sociales d'un peuple à un moment donné de son évolution. Et donc, évidemment, si les citoyens, chacun d'entre nous savait ce que prescrit le texte constitutionnel, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas ou qui ne seront pas faites. Quand vous voyez, par exemple, vous m'avez accusé de citer des exemples ailleurs, mais quand vous regardez dans les pays développés, ce qui fait aussi que les dirigeants agissent, en tout cas, plus ou moins, de manière plus ou moins, je dirais, assez régulière, c'est le fait que les populations sont plus ou moins aguerries à la source constitutionnelle. Il y a un autre élément qui intéresse l'ensemble des citoyens, c'est la question des libertés de presse et d'expression, les libertés démocratiques. On en parle, on en reparle. Sous un régime militaire, ce n'est toujours pas évident. La Constitution tout de même garantit cela pour tous les citoyens sans exception. Oui. Donc, c'est-à-dire que si on a la Constitution, logiquement, personne ne doit empêcher l'autre de dire ce qu'il pense ou ce qu'il pense de la vie de la nation. Normalement, tout ce qui est les droits qui sont consacrés dans la Constitution doivent être considérés comme sacrés. Puisque si vous définissez la Constitution comme le pacte social, c'est-à-dire que c'est le fruit
cette entente, d'un consensus national qui a dit, ben, nous les Burkinabés, voilà comment nous voulons vivre. Nous voulons avoir la liberté d'aller et de venir. Nous voulons avoir la liberté d'opinion, comme vous le faites. Nous voulons avoir la liberté d'expression. La liberté de manifester. De manifester. Oui. Ben, on l'a dit, donc c'est quelque chose de sacré. Et la preuve en est que le préambule de la Constitution commence par quoi? Nous, peuple du Burkina Faso, décidons de. Donc, ce sont des valeurs que le peuple burkinabé. Peut-être que moi, au moment où on allait voter, mais c'est ça aussi l'État, la continuité. Mais c'était l'aspiration des Burkinabés à cette époque, de pouvoir avoir le droit d'aller et de venir. Et que l'histoire constitutionnelle du Burkina Faso nous montre d'ailleurs que bien souvent, les régimes ont failli lorsqu'à un moment donné, on s'est empris aux libertés individuelles. Est-ce que vous voulez dire clairement que tous les citoyens qui nous regardent désormais, ils doivent chercher à connaître la Constitution pour pouvoir souvent aller porter plainte même contre l'État quand ils sont brimés dans leurs droits? Vous savez, en droit, il y a un principe que vous connaissez certainement bien. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. Ce qui veut dire que cette disposition implique que la loi doit être rendue publique. Il y a des moments où les gens vont négocier des choses alors que logiquement la loi leur donne tout. Effectivement. Au niveau des citoyens, par exemple. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé justement des questions fiscales, etc. Bien souvent, le droit organise bien les choses. Mais sauf que nous sommes rentrés dans une forme de pratique qui font que souvent, on s'inscrit en dehors de la légalité. Quel est l'avenir finalement de cette constitution du 2 juin 1991, actuellement au Burkina Faso, avec un régime militaire? Alors, peut-être qu'il faut peut-être serrer cela, je dirais, en avenir immédiat et puis peut-être à court terme. C'est-à-dire que immédiat, c'est que bon, la Constitution, on l'a vu grâce à la charte, la transition, la Constitution continue d'être appliquée. D'accord? C'est vrai qu'on pourrait revenir sur certains manquements qu'on a pu avoir et ça va continuer. Alors, à venir à court terme, que voudront les autorités actuelles? Parce que vous savez que tout à l'heure, moi j'ai parlé de commission constitutionnelle. Que veulent les autorités actuelles? Est-ce qu'on veut s'engager dans une réforme constitutionnelle? Alors, cette réforme-là, elle peut avoir deux sens. Soit on réforme la Constitution actuelle en essayant d'ajuster certaines de ses dispositions, ou alors on décide d'aller vers le passage à une nouvelle Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est le moment ou jamais pour le Burkina de basculer dans la Ve République, après la transition politique, militaire actuelle? Alors, je pense que vous avez parlé de 8 révisions constitutionnelles, vous avez parlé de transition, de coup d'État. On slalom entre la démocratie, au Burkina, voilà, c'est ça. On slalom entre la démocratie et les coups d'État. Et justement, les constitutionnalistes puristes, c'est à cela que je voulais en venir, les constitutionnalistes puristes vous diraient que la Constitution de la 4e République, peut-être on revient à l'une des questions que vous avez posées d'entrée, les constitutionnalistes puristes vous diraient que la Constitution a échoué. Parce que, à partir du moment, si la Constitution n'avait pas échoué, on aurait vu un cadre constitutionnel de dévolution du pouvoir, qu'il n'y ait pas eu de transition, par exemple, que ce soit en 2014 ou aujourd'hui, que ce soit les règles constitutionnelles qui évoluent de manière fluide. Mais à partir du moment où il y a eu, je dirais, des absences constitutionnelles dans l'application de la Constitution de la 4e République, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette Constitution, finalement, n'a pas suffisamment duré. Et en faisant le 31 ans après, c'est beaucoup selon vous? 31 ans après. Mais on va basculer peut-être dans la 5e République, c'est votre vœu? Je ne sais plus trop, mais c'était mon vœu. C'était mon vœu. Mais donc vous ne savez plus? Je ne sais plus trop parce que quand je dis je ne sais plus trop, c'est de dire finalement, est-ce qu'on a suffisamment intégré les idéaux du constitutionnalisme? Parce que c'est cela. C'est quand on dit constitutionnalisme, je reviens une fois de plus, il faut que le pouvoir soit encadré par le droit. Est-ce qu'on est prêt? Parce que, je le dis aussi parce que, vous savez, vous avez parlé du respect de la Constitution. Mais j'ai envie de dire que le régime d'exception que nous connaissons aujourd'hui, il a été plus ou moins appelé par les Burkinabés. Vous étiez au Burkina Faso dans ces derniers mois, que vous sentiez que il y avait quand même une tendance. Une tendance. Oui. Il y avait des voix qui s'élevaient. La preuve en est que le président de l'Assemblée d'alors, Bala Sakane, a dû sortir pour dire oui, écoutez, au Burkina Faso, l'armée est républicaine. Mais c'est ce que dit la Constitution, voilà. l'armée est républicaine. L'armée est républicaine. Mais en fait, ce que je veux dire par là, parce que vous me dites, j'en sais plus trop. C'est à cela que je reviens. Parce qu'à partir du moment où on a eu des aspirations dans la société, et on ne peut pas l'ignorer, les gens appelaient
Il y avait une grande voix. Donc vous en voulez au peuple qui a légalisé d'une manière ou d'une autre ce qui est arrivé au Burkina Faso. Quelque part, ce qui est arrivé, le Nous peuple sommes aussi. inconséquents avec nous-mêmes. Oui. Pensez-vous que le peuple burkinabé est inconséquent, il doit se remettre en cause? Oui, peut-être qu'il faut aussi s'interroger. Il faut qu'il s'interroge. D'accord. Voilà, parce que pour moi, effectivement, on a parlé de garant de la Constitution. On a évoqué l'épisode de 2014. On a évoqué l'épisode de 2015, où le peuple s'est montré bienveillant, bien gardant de la Constitution. Mais on a aussi évoqué 2022, où cette fois-ci, une partie du peuple se disait que bon, finalement, l'issue doit être un coup d'État. Donc le peuple assume ce qu'il a souhaité. Voilà, quelque part. Donc, professeur Ouedraogo, merci à vous. Merci bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir donné vos analyses et vos avis sur la constitution du Burkina. Ouais. On espère que vous allez revenir parce que c'est quand même une quête permanente d'avoir une meilleure constitution pour l'avenir de toute une nation. Oui. Merci de nous avoir offert ce temps d'antenne. Merci beaucoup de m'avoir entendu. Merci. Alors, aux téléspectateurs de Burkina Info, chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. La semaine prochaine, on sera avec un autre invité. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bonsoir chez vous.